Salut à tous, bienvenue pour ce 103e numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Avant de commencer à vous donner le sommaire, j'aimerais lancer maintenant la cagnotte participative de l'agence Infolibre. Voilà, on est parti pour 60 jours. 60 jours durant lesquels vous pouvez soutenir le projet de l'agence Infolibre. Cette cagnotte participative, elle va nous permettre de nous développer, c'est-à-dire d'acquérir encore du matériel, que ce soit des caméras, des micros, etc. Et éventuellement de louer un studio pour faire des émissions de meilleure qualité et des débats. Ça va permettre également de pérenniser un petit peu l'agence Infolibre. À vous, si vous voulez faire de l'agence Infolibre un média incontournable pour demain, de soutenir le projet KissKissBankBank pendant les 60 prochains jours. Vous pouvez participer à hauteur de ce que vous voulez. Vous allez voir sur le dossier KissKissBankBank. Ça fait 2 ans qu'on vous met environ 600 vidéos en ligne, etc. Qu'on essaie de remettre au premier plan les informations les plus importantes pour vous. Il est temps maintenant de soutenir l'agence Infolibre de manière à ce que nous remontions un petit peu face au mainstream média. Nous allons d'ailleurs parler de France Télévisions qui est endettée dans ce numéro. Voilà, merci à vous de soutenir le projet de l'agence Infolibre. Nous allons passer au sommaire de ce numéro. Dans la partie internationale, nous allons parler de l'État islamique en Syrie et en Irak. Les États-Unis qui soupçonnent l'État islamique de fabriquer et d'utiliser des armes chimiques. Nous parlerons également de l'Europe. Dans la partie France, un gros dossier sur les banques. Le prochain gouverneur de la Banque de France est un ancien de la BNP. Nous parlerons de l'armée et de la paupérisation. Dans la partie santé et environnement, nous parlerons du nucléaire, un train de déchets qui a traversé la France sans que vous le sachiez vraiment. Nous parlerons de la population d'animaux marins qui a chuté de 40%. Et enfin, nous terminerons par la loi sur le bisphénol A qui a été remise en cause par le Sénat. Voilà. Pilule bleue pour ceux qui veulent quitter cette vidéo, vous pouvez éteindre. Pilule rouge pour les autres, vous restez avec moi. Attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale et on démarre avec Jérusalem et ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est-à-dire des affrontements entre militaires israéliens et palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Des affrontements ont éclaté le 13 septembre dernier sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem entre la police israélienne et des musulmans. Ces heurts ont eu lieu à quelques heures de la célébration de la nouvelle année juive. Selon des témoins musulmans, les policiers israéliens sont entrés dans la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu de l'islam, et provoqué des dégâts. Un porte-parole de la police, Luba Samri, a démenti cette information en précisant que les forces de l'ordre s'étaient contentées de fermer la porte d'accès. Ces affrontements sont survenus au moment où la tension est montée autour de l'esplanade des mosquées à la suite de la décision du ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, qui a déclaré illégal le mouvement des Mourabitoun, un groupe musulman en grande partie informel qui affirme défendre l'esplanade des mosquées. On parle de l'État islamique maintenant et les États-Unis qui sont de plus en plus sûrs que ce groupe terroriste fabrique des armes chimiques et utilise ces armes chimiques en Irak et en Syrie. Selon un officiel américain qui a souhaité rester anonyme, les autorités américaines ont identifié au moins 4 occasions au cours desquelles l'État islamique aurait utilisé du gaz moutarde de part et d'autre de la frontière entre l'Irak et la Syrie. Le gaz moutarde est un composé chimique qui inflige de graves blessures aux yeux, sur la peau et sur les muqueuses aux personnes qui y sont exposées. Ces blessures se manifestent sous la forme d'imposantes cloques sur la peau. Le gaz moutarde attaque aussi les poumons provoquant des suffocations. Le plus généralement, il n'est pas mortel mais il invalide les victimes. On continue sur le même sujet, on parle des renseignements américains qui soupçonnent leur hiérarchie de falsifier leurs rapports de manière à minimiser le succès des djihadistes. Selon le site Daily Beast, une 50aine d'agents dépendants du ministère de la Défense accusent leur hiérarchie d'avoir modifié leurs informations sur l'État islamique pour, je cite, « respecter la ligne officielle du gouvernement selon laquelle les États-Unis sont en train de gagner la bataille contre l'État islamique et le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda ». 2 analystes de haut rang du CENTCOM, le commandement central des États-Unis qui couvre le Moyen-Orient et l'Asie centrale, auraient écrit à l'inspecteur général du ministère de la Défense en juillet dernier. Ils affirment que certains rapports ont été modifiés par de hauts responsables du CENTCOM pour présenter ces organisations comme, je cite, « plus faibles qu'elles ne sont aux yeux des agents de renseignement ». Une accusation appuyée par 50 autres agents selon une dizaine de sources anonymes. Rappelons quand même que selon Laurent Fabius, le front Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. On continue, on va parler toujours des Américains, les États-Unis qui demandent à l'Irak de fermer son espace aérien aux Russes qui veulent acheminer de l'aide à la Syrie. Les autorités américaines exigent de l'Irak qu'il ferme son espace aérien aux avions russes se rendant en Syrie. Bagdad n'a toujours pas répondu par l'affirmative. Le service de presse du gouvernement irakien a refusé de commenter, arguant qu'il n'avait aucune information sur le survol du territoire du pays par des appareils russes. Le quotidien américain New York Times écrit, en référence à ses sources à la Maison Blanche,
qu'au moins 7 avions russes ont gagné la semaine dernière la Syrie via l'espace aérien de l'Irak et de l'Iran. Moscou a choisi ce corridor après la fermeture le 8 septembre dernier par la Bulgarie de son espace aérien, toujours sur l'exigence des États-Unis, vous vous rappelez de ça? Je vous en ai bien évidemment parlé. Les États-Unis qui avaient également fait pression sur la Grèce. On continue toujours sur le sujet des États-Unis. 95% des bases militaires étrangères sont américaines. Un record du monde absolu. Le professeur d'université américaine à Washington, David Vine, dans son article publié dans The Nation, estime que la plupart des Américains ont oublié que les États-Unis continuent à soutenir leur présence militaire dans différentes régions, même après le retrait de la plupart de leurs forces armées d'Afghanistan et d'Irak. Monsieur Vine indique que les États-Unis gèrent actuellement près de 800 bases militaires en dehors de leur propre territoire. Les bases américaines se trouvent en Allemagne, au Japon, en République de Corée et dans des dizaines d'autres pays, dont l'Australie, la Bulgarie notamment. Voilà. On change complètement de sujet maintenant, on va parler de l'Europe et de la pauvreté grandissante sur notre continent. Près d'un quart de l'Europe est au bord de la pauvreté. 123 millions de personnes ne sont en effet pas en mesure de faire face à un coup dur financier, selon un rapport de l'organisation interne de développement Oxfam. Le rapport, intitulé « Une Europe au service de la majorité et non d'une élite », met en évidence le fait que les inégalités croissantes empêchent toute lutte efficace contre la pauvreté. Entre 2009 et 2013, le nombre d'Européens ne pouvant plus payer leurs factures de chauffage ou faire face à des dépenses imprévues est passé de 7,5 millions à 50 millions. Dans 27 pays de l'Union européenne, 7,5 millions de personnes supplémentaires ont été classées en situation de privation matérielle aiguë, avec une augmentation dans 19 pays. Le chômage reste très élevé dans de nombreux pays et même ceux qui ont la chance de travailler voient leurs revenus stagner ou se transformer en salaire de misère. Les femmes, les jeunes et les migrants sont les groupes les plus susceptibles de vivre en situation de pauvreté. Pour terminer cette partie internationale, on va parler du lobbying intensif de l'industrie pharmaceutique en Europe. À partir de documents officiels de la Commission européenne, Corporate Europe Observatory a traqué le travail de lobbying des grandes firmes pharmaceutiques. L'ONG bruxelloise a accompli un travail de fourmi pour multiplier les demandes auprès des différentes directions générales concernées afin de recueillir et regrouper des informations partielles. Je cite : « Chaque direction traite les demandes et les informations différemment », explique Rachel Tanzet, auteur du rapport publié début septembre. Certaines informations tombent aussi sous le secret des affaires. Autre difficulté, le lobbying n'est pas exercé seulement par les firmes elles-mêmes, mais aussi par des associations commerciales comme la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques et par les entreprises de lobbying. 5 grands cabinets de consultants bruxellois travaillent ainsi pour le compte d'au moins 10 entreprises pharmaceutiques. Au total, 40 millions d'euros ont été déclarés en 2015 pour une activité de lobbying. Un peu plus de la moitié par les firmes elles-mêmes, au premier rang desquelles Bayer, AG, GlaxoSmithKline et Novartis. Le reste étant partagé entre les associations commerciales et les entreprises de lobbying ad hoc. Ce montant est 15 fois supérieur à celui déclaré par les organisations européennes de consommateurs et de la société civile dédiée aux questions de santé publique. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous suggère encore une fois d'aller voir le reportage Bruxelles Business qui va vous expliquer exactement comment fonctionne le lobbying au sein de la Commission européenne. On attaque la partie France maintenant avec un dossier sur les banques et nous allons parler du Crédit Agricole qui a été accusé par les autorités américaines de transferts illégaux de fonds vers l'Iran et le Soudan. Les États-Unis sont en train de finaliser un accord avec l'établissement français Crédit Agricole, soupçonné d'avoir violé les embargos économiques des États-Unis. Il est reproché au Crédit Agricole d'avoir opéré des transferts illégaux d'argent vers des pays visés par des sanctions internationales, plus précisément l'Iran et le Soudan. Les fonds y ont transité à travers ses succursales situées aux États-Unis. Par conséquent, le Crédit Agricole pourrait signer un gros chèque de quelques 900 millions de dollars aux États-Unis. Alors toujours à propos des banques, l'Élysée a officialisé le 8 septembre dernier la nomination de François Villeroy de Galhau à la présidence de la Banque de France, ce qui le conduira de facto à présider aussi l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à siéger au Haut Conseil de stabilité financière. Celui qui a été entre 2011 et 2015 le directeur général délégué du groupe BNP Paribas deviendrait donc le relais en France de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et le principal représentant de la France dans les instances internationales chargées de la régulation bancaire. Alors on reste sur le même sujet des banques et ces mêmes banques qui commencent à fermer les distributeurs de billets. Après avoir massivement doté leurs agences de distributeurs automatiques de billets depuis la fin des années 80, les banques françaises commencent à faire machine arrière.
Je cite, « Le pic de la politique d'équipement en DAB a été atteint à la fin des années 2000 et nous assistons depuis à une inversion de tendance. » Voilà ce que constate Didier Cocheteau, le directeur des paiements du groupe BPCE. En effet, les retraites de billets dans les automates ne progressent plus. Le besoin de cash diminue parce que les paiements par carte bancaire progressent, notamment avec le développement du sans contact qui permet de payer par carte à partir du premier euro. Alors arrêtons-nous 2 minutes sur ce sujet puisque on nous dit ici que les distributeurs de billets ferment parce que les gens n'ont plus besoin de cash et qu'ils utilisent leur carte bancaire. Or, nous avons constaté, comme beaucoup d'entre vous, que les distributeurs de billets donnaient de moins en moins de billets, 50 euros voire 30 euros seulement par semaine. Donc voilà pour première chose. Alors, seconde chose, selon Martin Armstrong, je cite, « Vous voyez maintenant que des journaux ou des émissions TV vous préparent à une société sans monnaie. » Et c'est exactement ce dont il est question à partir du 1er octobre prochain, puisque Martin Armstrong parle d'une crise de dette souveraine qui, selon lui, devrait démarrer en octobre. Alors, nous avons été interviewé M. Armstrong la semaine dernière à Paris. On mettra bien sûr cette interview sur le site de l'Agence Info Libre très bientôt. On continue, alors peut-être que cette crise, remarque, n'aura peut-être pas lieu puisque finalement Madame Yellen de la Fed a finalement décidé de ne pas relever les taux d'intérêt. La Réserve fédérale américaine a finalement décidé de maintenir ses taux à leur plus bas niveau, entre 0 et 0,25%, un taux inchangé depuis décembre 2008. On change complètement de sujet, on va parler de l'armée française. Dans un précédent numéro, je vous avais parlé du prix des repas à l'armée, le fait que la Cour des comptes avait trouvé ce prix excessif. On va parler maintenant des matelas, on va parler de l'hébergement qui sont indignes pour les soldats français. Quelques photos montrant un dortoir où sont logés des militaires engagés dans des opérations intérieures sentinelles ont provoqué un émoi certain sur les réseaux sociaux et surtout des réactions indignées. Ces clichés dont on ignore où et quand ils ont été pris montrent d'une manière crue les conditions dans lesquelles sont hébergés ces soldats. Aucune armoire pour ranger les effets tant personnels que militaires, des sacs éparpillés aux côtés des FAMAS alignés et des lits de camp. Des fils à linge qui traversent la pièce, un extincteur non fixé au mur, posé sur le sol, et le fin du fin, une colonie de cafards, bref, un véritable capharnaüm. Pourtant, comme l'opération Sentinelle, qui a été lancée en janvier 2015, s'inscrit dans la durée, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a annoncé des mesures pour améliorer l'hébergement des militaires, comme cela a été récemment le cas à Strasbourg ou encore à Satory. On continue toujours sur le sujet des militaires. Alors le fusil qui va remplacer le FAMAS, le fameux fusil d'assaut français, ne sera plus français mais étranger. Ils sont 5 fabricants à se disputer le marché français de remplacement des FAMAS dans le cadre de l'appel d'offres européen AIF, Armement individuel du futur, évalué entre 200 et 250 millions d'euros. Ils sont 5 industriels, tous de nationalité étrangère, à lorgner un marché d'environ 90 000 fusils d'assaut, contre une cible initiale de 101 000, destinés aux 3 armées, dont 70 000 pour l'armée de terre, ainsi que le commandement des opérations spéciales COS. La loi de programmation militaire 2014-2019 prévoit l'acquisition de plus de 21 000 fusils d'assaut alors qu'initialement l'armée de terre devait en être entièrement équipée vers 2018, selon les déclarations d'octobre 2013 de l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le général Bertrand Ract-Madou. Alors, le belge FNR Stahl, l'italien Beretta, l'allemand Eker-Ekok, le suisse Swiss Arm et enfin, semble-t-il, le croate HP Product ont été invités par la Direction générale de l'armement à participer très prochainement à des essais comparatifs. En revanche, Thales, qui a développé le fusil d'assaut F-90, sélectionné en août par l'armée australienne, n'a pas souhaité participer à cet appel d'offres en raison de contraintes techniques exigées par la Direction générale de l'armement. Après les fusils d'assaut qui vont être construits par des étrangers, on parle maintenant d'Airbus et l'avion A320 qui va être fabriqué aux États-Unis. Airbus a inauguré la ligne d'assemblage finale de Mobile en Alabama, qui va permettre à Airbus d'atteindre une cadence de production de 50 avions par mois d'ici 2017. Après l'A320 Made in China, voici maintenant l'A320 Made in America. 3 ans après l'annonce de l'ouverture d'une ligne d'assemblage finale de la famille A320 aux États-Unis, son 4e site d'assemblage d'avions moyen courrier dans le monde, après ceux de Hambourg, Toulouse et Tianjin en Chine, l'usine de Mobile dans l'Alabama, sur les bords du golfe du Mexique, vient de commencer l'assemblage du premier appareil américain qui sera livré à la compagnie low-cost américaine JetBlue en 2016. À court terme, l'usine de Mobile apporte 2 avantages. Elle permet tout d'abord de réduire l'exposition nette en dollars de l'avionneur, les recettes en dollars, les coûts en dollars.
même si la parité euro-dollar est moins pénalisante aujourd'hui avec un billet vert à 1,13 € qu'elle n'était ces dernières années. Elle permet ensuite à Airbus d'augmenter les capacités de production de l'A320 afin de livrer plus rapidement. Une compagnie qui passe commande aujourd'hui ne recevra pas son avion avant 5 ans, explique Fabrice Briguier. Le carnet de commandes frôle en effet les 5500 appareils, dont 4200 A320 Neo. Airbus a décidé de passer d'une cadence de production de 42 appareils par mois à 50 à l'horizon 2017. On parle maintenant de sécurité routière et des radars double sens qui sont entrés en fonction cette semaine en France. Face aux mauvais chiffres de la sécurité routière, de nouveaux radars ont été mis en place sur les routes. Depuis le 14 septembre, 111 nouveaux radars sont répartis dans 19 départements et flashent désormais les véhicules en infraction. Ces radars ne sont installés que sur des routes jugées dangereuses. En effet, 25% des accidents mortels sont liés à une vitesse excessive. D'ici la fin de l'année, l'installation de 200 autres radars nouvelle génération est prévue et 300 l'an prochain. On parle maintenant du groupe France Télévisions qui est dans le rouge. Dans une lettre adressée aux administrateurs de France Télévisions, la nouvelle présidente tire la sonnette d'alarme sur les finances du groupe. La ministre de la Culture a rendu public ce week-end un arbitrage du gouvernement concernant l'audiovisuel public, écrit Delphine Ernotte. Fleur Pellerin a en effet déclaré que la redevance n'augmenterait que de 1 € pour passer à 137 €, mais que les télécoms seraient taxés davantage pour abonder les ressources de l'audiovisuel public. Je cite, « À cette heure, compte tenu des hypothèses budgétaires communiquées par notre actionnaire, les ressources publiques pour France Télévisions seraient au mieux stables en 2016 par rapport à 2015. Au regard, par ailleurs, de l'évolution du marché publicitaire, on peut considérer, si ce schéma était confirmé, que les ressources globales de l'entreprise diminueraient en 2016. La confirmation de ces montants conduirait, comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, à un déficit prévisionnel en 2016 de l'ordre de 50 millions, malgré la prise en compte de l'hypothèse d'économie par rapport à 2015, selon la dirigeante de France Télévisions. De son côté, Patrick Drahi, vous savez, l'homme d'affaires franco-israélien, continue ses petits achats et il veut maintenant s'offrir l'américain Cablevision pour 15,7 milliards de dollars. Le groupe Altice de l'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi va racheter pour 17,7 milliards de dollars, donc 15,7 milliards d'euros, le quatrième câbleau opérateur américain Cablevision Systems. Déjà géant européen des télécoms et des médias avec Numérique Câble SFR, Next Radio TV, Libération et l'Express, l'opérateur Portugal Télécom et la chaîne d'information i24 News en Israël, Altice se projette maintenant aux États-Unis. À terme, le groupe s'est fixé pour objectif de générer la moitié de ses revenus sur le sol américain contre 15% prévu d'ici la fin de l'année. On parle maintenant de la loi Macron 2 qui ne passera pas au Parlement mais directement par décret. Le projet loi Macron 2 qui vise à libéraliser plusieurs secteurs de l'économie française ne passera pas par la case Parlement. Une information passée sous silence par François Hollande le 7 septembre dernier lors de sa conférence de presse. Il faut dire que le dossier pourrait crisper l'opposition ainsi que la majorité. Le gouvernement entend imposer cette réforme par décret. Une option pour s'éviter des mois de débat à l'Assemblée nationale, comme cela a été le cas avec le projet de loi Macron, où le recours au 49.3 a sonné la fin des débats. Pour le moment, Emmanuel Macron fait travailler des économistes et des experts sur les transports, la santé, les médias, le logement, l'écologie et l'enseignement, en toute discrétion. Des secteurs qui risquent d'être violemment chamboulés par de nouvelles entreprises 100% numériques. Le ministre de l'économie veut aller vite en évitant de mettre tout cela dans une loi Macron 2. Alors en parlant de libéralisation, l'État français qui continue de vendre nos entreprises publiques. Cette semaine, il s'agit de l'entreprise Engie, dont la France en a vendu une petite partie au privé. L'Agence des participations d'État a indiqué avoir bouclé son programme de cession d'actions d'Engie après avoir vendu l'équivalent de 0,48% du capital de l'énergicien français. Les ventes des titres Engie va rapporter à l'État français environ 206 millions d'euros, précise dans un communiqué l'APE, qui a ainsi cédé 11,63 millions d'actions sur le marché. L'État détient toujours 32,76% du capital d'Engie. Toujours en France, le salaire net moyen a baissé de 0,3% en 2013. En 2013, le salaire mensuel en équivalent temps plein dans le secteur privé ou dans les entreprises publiques est en moyenne de 2 912 € bruts et de 2 202 € net des prélèvements à la source. Entre 2012 et 2013, le salaire net moyen a augmenté de 0,6% en euros courants, après plus 1,6% entre 2011 et 2012. Compte tenu de l'inflation qui baisse, plus 0,9% en 2013 contre 2% en 2012, il diminue en euros constants de 0,3% par rapport à 2012, soit à peu près autant qu'entre 2011 et 2012.
où le salaire net moyen avait baissé de 0,4%. Bref, tout ce charabia pour vous dire que votre pouvoir d'achat a diminué de 0,3% en 2013 et de 0,4% en 2011 et 2012. On termine cette partie de France en parlant des salles de shoot, les salles de shoot qui seront bientôt expérimentées chez nous. Ainsi en ont décidé les sénateurs. Les sénateurs ont donné le 17 septembre dernier leur accord au principe d'une expérimentation pendant 6 ans de salles de consommation de drogue à moindre risque, communément appelées salles de shoot. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de santé, les sénateurs ont décidé de permettre l'introduction des salles de shoot en France pour une période de 6 ans, suivant ainsi les recommandations du gouvernement et celles de la Commission des affaires sociales. Si la totalité des sénateurs, les républicains, a voté contre le dispositif, le texte a finalement été adopté par une majorité d'élus lors d'un débat passionné. On attaque la partie santé et environnement maintenant et on démarre avec un train de déchets qui a traversé la France pour aller en Suisse. Vous ne le saviez pas, hein? 7 tonnes de déchets radioactifs ont stationné en gare de Valognes à 20 km de Cherbourg. Ils ont quitté la France mercredi dernier pour rejoindre par train la Suisse. C'est dans les centrales nucléaires de ce pays que les combustibles avaient été irradiés avant d'être expédiés au Royaume-Uni pour être retraités dans l'usine de Sellafield. Sur le sujet du nucléaire, à Fukushima, 850 tonnes d'eau décontaminée entre guillemets ont été renvoyées à la mer. L'entreprise TEPCO, qui gère le site nucléaire de Fukushima, frappé en 2011 par un séisme entraînant une catastrophe nucléaire, a commencé à rejeter en mer des eaux radioactives mais filtrées. La radioactivité est dans les limites acceptables, d'après TEPCO. Le 14 septembre dernier, cette société gérante de la centrale de Fukushima a relâché un premier lot de 850 tonnes d'eau dans l'océan Pacifique. L'objectif ? Éviter l'accumulation d'eau toxique sur le site industriel. Je cite: plus l'eau est stockée longtemps, plus les risques de fuite incontrôlée sont importants. Voilà ce qu'a souligné Dal Klein, qui siège au comité de sécurité de la centrale. Puisqu'on parle des océans, continuons sur ce sujet, on va parler des mers et des fonds marins qui sont ravagés par l'homme et ravagés également par le réchauffement climatique, nous dit-on, ce qui fait que les espèces sont en danger. Les populations d'animaux marins, mammifères, oiseaux, reptiles et poissons ont chuté de moitié depuis les années 1970 du fait de la surpêche, de la pollution et du changement climatique. Voilà l'alerte qu'a lancée l'ONG environnementale WWF le 16 septembre dernier. Dans son rapport, le WWF explique que son indice planète vivante des populations marines, qui mesure la tendance suivie par les populations d'animaux marins, a enregistré une régression de 49% entre 1970 et 2012. Certaines ont même vu leurs effectifs fondre de près de 75%, s'alarme le WWF, dont l'étude est effectuée par une base d'observation de 5829 populations appartenant à 1234 espèces. Je cite: « L'action de l'homme est à l'origine de ces tendances, de la surpêche et des industries extractives à l'aménagement du littoral et à la pollution, en passant par les émissions de gaz à effet de serre, responsables de l'acidification océanique et du réchauffement des mers. » Voilà ce que dénonce l'organisation internationale basée en Suisse. Autre motif d'inquiétude, les récifs coralliens et prairies sous-marines pourraient disparaître du globe d'ici 2050 sous l'effet du réchauffement climatique. Or, sachant que plus de 25% des espèces marines y habitent et que près de 850 millions de personnes bénéficient directement de leurs services économiques, sociaux et culturels, la perte des récifs coralliens représenterait une extinction catastrophique aux conséquences dramatiques sur les communautés. Je cite. À titre d'exemple, la mer Méditerranée est l'une des plus anciennes zones de pêche du globe et fait vivre les hommes depuis des siècles. Mais elle est aujourd'hui largement surexploitée. Quelques 1,5 million de tonnes de poissons y sont prélevées chaque année et 89% des stocks sont épuisés. On parle maintenant de la société française LMW9 qui aurait inventé une machine à produire de l'électricité à l'aide d'aimants et donc de l'électricité propre. Cette machine s'appelle LLW9. Le prototype, actuellement en construction, a la forme d'un cylindre de 2 mètres de long. À l'intérieur, des aimants disposés en demi-lune font alterner les phénomènes d'attraction et de répulsion jusqu'à entraîner le cylindre dans un mouvement rotatif. Il ne reste plus dès lors qu'à connecter cette machine tournante à un générateur, genre grosse dynamo, pour produire de l'électricité. On parle maintenant d'une première mondiale puisque des chercheurs français ont réussi à produire des spermatozoïdes à partir de cellules humaines. On estime que quelques 120 000 hommes adultes souffrent de problèmes d'infertilité, auxquels s'ajoutent plus de 15 000 jeunes adolescents souffrant de cancer dans le monde, dont la production de spermatozoïdes sera mise en péril par les traitements de chimiothérapie. Enfin bon, le premier bébé du futur doublement conçu in vitro à partir d'un spermatozoïde ainsi fabriqué, prélevé et injecté dans un ovule n'est pas pour tout de suite. Ouais, c'est pas pour tout de suite, mais on nous en parle quand même.
Si la production se révèle morphologiquement normale à ce stade, il reste en effet encore bien des barrières, pas seulement éthiques, à abattre. Les scientifiques de Callistem doivent notamment vérifier en testant sur des modèles de rongeurs que les cellules ainsi créées sont effectivement capables de féconder une cellule femelle et se pencher en les étudiant post-fécondation sur leur capacité à transmettre un patrimoine génétique. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de la loi sur le bisphénol A qui a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a décidé de censurer partiellement la loi de décembre 2012 interdisant le bisphénol A dans les contenants alimentaires, mesure en vigueur depuis le 1er janvier 2015 en France, au motif qu'elle restreignait la liberté d'entreprendre. La France a interdit en 2010 le bisphénol A, accusé d'être un perturbateur endocrinien dans les biberons. L'interdiction a été élargie au 1er janvier 2013 aux contenants alimentaires destinés aux enfants de moins de 3 ans, puis aux canettes, aux barquettes et aux boîtes de conserve au 1er janvier 2015. Dans leur requête, les fabricants de plastique, regroupés dans l'association Plastique Europe, soulignent que la toxicité du bisphénol A fait toujours débat et estiment que la législation française méconnaissait la liberté d'entreprendre. Je cite, « Le Conseil constitutionnel a en partie accueilli le grief fondé sur la liberté d'entreprendre », précise l'institution dans un communiqué. Elle juge en premier lieu que la loi porte à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé qu'il a poursuivi. En revanche, elle révèle que la commercialisation des produits en cause est autorisée dans de nombreux pays et ainsi la suspension de la fabrication et de l'exportation de ces produits en France ou à partir de ce territoire et sans effet sur la commercialisation de ces produits dans les pays étrangers. Le Conseil constitutionnel en a déduit que la suspension de la fabrication et de l'exportation de ces produits en France ou depuis la France apporte à la liberté d'entreprendre des restrictions qui ne sont pas en lien avec l'objectif poursuivi. En conséquence, l'instance a décidé de censurer uniquement la suspension de la fabrication et de l'exportation des produits comprenant du bisphénol A destinés à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien sûr tous ceux qui soutiennent financièrement l'agence Infolibre, tous ceux qui sont abonnés à la lettre d'analyse et d'information libre. Vous pouvez toujours vous abonner si vous le désirez en allant sur la boutique de l'agence Infolibre. Le numéro de septembre de la lettre est toujours disponible. Je remercie bien évidemment tous ceux qui vont soutenir l'agence Infolibre dans son aventure du dossier participatif KissKissBankBank qui est maintenant donc en route. Nous avons donc 60 jours pour atteindre l'objectif voulu, c'est-à-dire développer l'agence Infolibre, pérenniser aussi l'agence Infolibre. Je vous remercie tous pour votre attention encore une fois. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous sur le site de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr bien sûr. Le YouTube, le Twitter, le Facebook, le Dailymotion. Vous en avez l'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés. Ciao à tous. Le connard là, du DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.